Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, nous visitons la caserne Incendie 31 à Mont-Saint-Hilaire. Éric Grenier-Denis, directeur général de la Corporation des thérapeutes du sport, nous parle des bonnes pratiques sportives pour le début de l'été. Notre journaliste Robert Laplante se déplace à la ferme Claire Joy pour la bourse Mérite Terre-Eau de la MRC de la vallée du Richelieu. Alain Bertrand, président de Saint-Marc en affaires, nous dévoile les exposants de la deuxième édition du Festival des vins champêtres de Saint-Marc-sur-Richelieu. Marilyn Nadeau, préfète de la MRC de la vallée du Richelieu, résume le dernier conseil. Et finalement, Annabelle Blais, journaliste d'enquête pour le Journal de Montréal, revient sur les semaines de presse et l'importance du journalisme au Québec. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur du Régional. Bonne émission! Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Les inquiétudes citoyennes à propos du site de Nordvolt à McMasterville et Saint-Basile-le-Grand se confirment. Le journal Le Devoir rapporte que des contaminants, incluant des substances cancérigènes, ont été rejetés dans les eaux s'écoulant vers la rivière Richelieu. Le ministère de l'Environnement du Québec a émis 2 avis de non-conformité à l'entreprise pour des dépassements des normes de rejet. Ce développement donne raison à des organismes environnementaux et citoyens qui avaient sonné l'alarme dès décembre dernier. Le comité Action citoyenne Projet Nordvolt avait dévoilé des résultats d'échantillonnage réalisés en septembre 2024, révélant la présence de HAP et d'arsenic à des niveaux jugés toxiques pour la faune aquatique. À l'époque, Nordvolt avait contesté la validité des prélèvements faits par les citoyens et insisté sur ses propres tests hebdomadaires. Mais aujourd'hui, les avis du ministère confirment les dépassements et le projet d'usine est désormais sur la glace, l'entreprise ayant déclaré faillite. Le nouveau chapitre du dossier Nordvolt soulève des questions sur la rigueur des contrôles environnementaux et sur l'avenir industriel du site. À Belleuil, le projet de transformation de l'espace culturel Aurel-Dubois coûtera finalement 27,4 millions de dollars, soit 6,4 millions de plus que prévu. Cette somme couvre les travaux d'agrandissement et de réaménagement du centre culturel et de la bibliothèque municipale. Le 28 avril, la Ville a confirmé cette hausse, précisant que l'emprunt municipal s'élèvera à 24,9 millions. Un registre a été ouvert du 12 au 14 mai afin de permettre aux citoyens de demander un référendum. Il aurait fallu 1886 signatures pour forcer un scrutin. Seulement 89 personnes se sont déplacées pour signer. Résultat, le règlement d'emprunt est réputé approuvé par la population. Malgré une mobilisation visible sur les réseaux sociaux, l'intérêt s'est peu traduit sur le terrain. Un projet peut donc aller de l'avant dans un contexte où les coûts de construction et de matériaux continuent d'augmenter au Québec. Reste à voir comment la population accueillera le chantier qui vise à bonifier l'offre culturelle à long terme dans la région. La Ville de Mont-Saint-Hilaire recevra une aide financière de 257 000 du gouvernement du Québec pour rénover le passage à niveau sur la rue Sainte-Anne. L'annonce a été faite ce 15 mai par Simon Jolin Barrette, député de Bordua et ministre de la Justice, au nom de sa collègue Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports. Cette somme est accordée dans le cadre du programme d'aide au passage à niveau municipaux qui vise à améliorer la sécurité et la qualité des infrastructures. Les travaux permettront notamment de refaire la surface de croisement et de mettre à niveau la signalisation pour réduire les risques de collision, de blessures graves et de dommages aux véhicules. Selon Geneviève Guilbeault, cette aide démontre l'engagement du gouvernement à soutenir les municipalités dans l'entretien de leurs infrastructures ferroviaires. Pour sa part, Simon Jolin Barrette s'est dit heureux de voir sa circonscription bénéficier de ce soutien. Il estime que cette initiative va renforcer la sécurité des citoyens et favoriser un transport plus sûr et durable à Mont-Saint-Hilaire. Finalement, la Ville de Belleuil convie ses citoyens à célébrer la Fête nationale du Québec dans une ambiance festive et familiale les 23 et 24 juin prochains. Le coup d'envoi sera donné le 23 juin dès 19h dans le Vieux-Belleuil, sur les abords de la rivière Richelieu. Au programme animation ambulante, numéro de cirque Kékas et ambiance musicale mettant à l'honneur la culture québécoise. Le clou de la soirée, un feu d'artifice conjoint avec Mont-Saint-Hilaire dès 22h au-dessus de la rivière.
Le lendemain, 24 juin, dès 13 h, direction le parc du Petit Rapide pour une journée d'activité pour toute la famille. Glissade d'eau géante, plage de mousse, jeux gonflables, animation et bien sûr le retour du cirque Kékas avec son espace mobile de cirque. En soirée, place à la musique avec Hugo Lapointe dès 17 h qui présentera son spectacle Racine Québec, un hommage aux grands auteurs-compositeurs du Québec dans une interprétation revisitée mais fidèle à l'esprit des œuvres originales. Des kiosques alimentaires et des rafraîchissements seront disponibles sur place. Les citoyens sont invités à apporter leurs bouteilles d'eau réutilisables et leurs chaises pour profiter pleinement des festivités. La programmation de cette année a pu être bonifiée grâce à une subvention régionale du gouvernement du Québec. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. On se trouve à Mont-Saint-Hilaire à la caserne Incendie 31 avec M. Sylvain Labrec, qui est chef division des mesures préventives. Bonjour, M. Labrec. Bonjour. C'est le temps de l'année où on doit vérifier si les alarmes, les avertisseurs de fumée fonctionnent. Oui, quelle est la différence entre un avertisseur de fumée et une alarme d'incendie? Un détecteur. Je pense que je voulais dire détecteur. Exact, c'est ça. Vous en avez un avec vous, justement, là, vous pouvez le montrer. Généralement, les gens confondent le mot détecteur versus le mot avertisseur de fumée, tandis que l'appareil que j'ai présentement dans les mains, on appelle ça un avertisseur de fumée. La distinction est la suivante, c'est que dans l'appareil même, il y a une partie du circuit qui est un détecteur, mais il y a aussi une partie du circuit qui émet un son. D'où la raison qu'on appelle ça un avertisseur de fumée, parce qu'il va émettre un son localement au moment d'une détection locale d'une fumée dans la maison. Tandis qu'un détecteur de fumée, on va retrouver ça souvent dans les bâtiments où on a un réseau d'alarme incendie tel que les centres commerciaux, les résidences de personnes âgées, des immeubles à logement de 12 logements et plus dans ce genre-là, où est-ce qu'on a dans les appartements différents détecteurs, on a des stations manuelles proches des portes de sortie, et tout ça, c'est relié à un panneau d'alarme centralisé au bâtiment qui, lui, en cas de détection, va émettre un signal sur des cloches ou des klaxons dans le bâtiment qui sont à l'intérieur du bâtiment. Mais pour les gens qui nous écoutent, Ceci est un avertisseur de fumée. OK. Ça, il faut changer les batteries combien de fois par année? C'est très recommandé, c'est 2 fois par année. Au changement d'heure, changement de pile, généralement, c'est au mois de novembre et au mois de mars. Par contre, entre les deux, ça peut arriver à un moment donné que votre avertisseur de fumée va faire un bip, va vous signaler qu'il y a une problématique avec la batterie. Vous la remplacez à ce moment-là. C'est une pile 9 volts. OK. À quel endroit il faut installer ça dans la maison? Il y en a qui en ont dans les chambres, d'autres que c'est dans la cuisine. Dans la cuisine. Peut-être, oui, j'en ai vu. Supposé d'avoir ça dans la cuisine. Vous devriez avoir ça à chacun des étages de la maison. OK. Et surtout pas dans la cuisine, parce que quand vous faites de la cuisson, bien, vous allez nécessairement avoir des fausses alarmes trop souvent. Ça va venir comme un peu désobligeant. Là. Donc, ça vous prend un avertisseur de fumée près des chambres à coucher, dans une espèce de couloir qui est adjacent à toutes les chambres pour que l'ensemble des occupants puissent entendre l'alarme au moment qu'il va sonner en pleine nuit, si jamais ça a lieu de sonner en pleine nuit. Puis, on dit aux autres étages aussi, parce que généralement, souvent, il y a des maisons qui ont des deuxièmes, rez-de-chaussée et sous-sol, parce que l'incendie, on ne sait pas où est-ce qu'il va partir, s'il a lieu de partir. Fait que d'en avoir un à chaque étage, c'est la base dans une maison. Mais vous devez savoir aussi que dans les nouveaux codes de construction, il y a de plus en plus des nouvelles constructions où est-ce qu'on va exiger d'avoir des avertisseurs de fumée d'installer également dans tous les chambres à coucher. Okay. Donc ça, surprenez-vous pas, ça s'en vient. Vous allez en voir si vous rencontrez des bâtiments dans ces âges-là. OK. Là, vous allez porter ces petites affiches-là, ces affichettes-là. Qu'est-ce qui est particulier avec ces affichettes-là que les gens peuvent utiliser à la maison? Si jamais vous recevez ça sur le coin de votre porte, c'est parce que les pompiers sont passés pour faire la vérification des avertisseurs de fumée dans votre rue. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est qu'avec votre téléphone, vous prenez un petit scan du code QR ici et ça va vous amener sur un formulaire à remplir sur l'auto-vérification des avertisseurs de fumée. L'idée de ce programme-là a germé depuis, ça fait maintenant environ 4 ans qu'on fait ce genre ce programme-là sous cette forme-là. Et puis, l'idée, c'est
d'amener les citoyens à participer au programme de prévention activement en prenant conscience qu'ils ont des avertisseurs de fumée à la maison et de les essayer de façon régulière, de se questionner sur l'âge de leur avertisseur de fumée, parce que vous devez savoir que l'avertisseur de fumée qui a plus que 10 ans doit être remplacé par un nouvel avertisseur de fumée. OK. Puis comment on fait pour savoir qu'un Ouais, avertisseur de fumée a plus que 10 ans? Il est jauni un peu? Non, il devrait même pas être jauni à 10 ans. Mais s'il est vraiment jauni, c'est parce qu'il a probablement plus que 10 ans. Il va avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mais pour voir la date, il y a une date de fabrication sur l'appareil comme tel. Puis à partir de la date de fabrication, on ajoute 10 ans. Ça nous donne le chiffre. Sur d'autres modèles, il y a une petite inscription, ça dit déjà meilleur avant telle date. Puis il est déjà 10 ans plus tard. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les gens qui nous écoutent aussi, qui ont des blocs appartements, qui sont propriétaires de plusieurs immeubles, c'est leur responsabilité de vérifier ça dans leur bloc. Ils peuvent même avoir des conséquences pénales s'ils ne le font pas. Oui, exactement. Par réglementation, chacun des propriétaires de logements multiples se doit de s'assurer que l'ensemble des locataires ont un avertisseur de fumée fonctionnel dans leur appartement. La responsabilité du locataire, c'est de s'assurer de ne pas enlever l'avertisseur de fumée parce qu'il est parti ou parce qu'il dérange ou peu importe la raison ou parce qu'on avait besoin de la pile pour faire autre chose. Mais il reste que la priorité appartient au propriétaire, ça c'est clair. Le propriétaire doit s'assurer de façon générale à faire le tour de ses appartements pour que tout le monde soit conforme et en sécurité. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un extincteur dans la maison? L'extincteur à la maison n'est pas obligatoire d'en avoir un parce qu'encore là, il faut savoir s'en servir. C'est là un petit peu qu'il... Oui. Par exemple, on a un petit feu à la maison, puis là, on en a un extincteur, puis on décide... quel est le point où, là, on ne pourra pas réussir, puis on doit appeler les pompiers, ou on serait peut-être capable de réussir? A priori, c'est de connaître son extincteur avant de l'utiliser. Si cette étape-là, elle a été faite comme il faut, vous êtes en mesure d'évaluer la grosseur de votre feu. Si ça n'a pas été fait, puis vous vous aventurez, les premières règles de sécurité, c'est toujours de s'assurer d'avoir une issue pour se sauver en cas que ça ne marche pas. Parce que si vous vous mettez entre le feu et un mur, puis là, le feu grossit, mais vous allez être trappé par votre propre feu. C'est toujours de s'arranger d'avoir le feu en face de soi, mais d'avoir une capacité d'évacuer rapidement l'endroit. Deuxième chose, il faut faire attention au niveau de la quantité de fumée que dans la pièce. Il faut savoir que si on inhale la fumée, bien, nécessairement, ça va avoir des impacts sur nos effets cognitifs. Pour essayer d'éteindre un feu, si on est trop un peu débalancé, ça peut nous nuire. On est déjà un peu débalancé. C'est pour ça que, généralement, on demande aux gens de ne pas tenter d'éteindre le feu, mais d'appeler le 911 le plus rapidement possible et de sortir de leur maison, de se rendre à un point de référence, à un point de ralliement à l'extérieur qui est connu de toute la famille pour que tout le monde se ramasse à la même place. Puis de là, on s'assure qu'il n'y a personne qui manque à l'appel. Fait qu'au fond, on devrait appeler les pompiers avant de s'essayer. Idéalement, oui, parce qu'un extincteur, la sortie de poudre d'un extincteur, ça peut aller à 5 secondes à 8 secondes. Par de la capacité de... Dépendamment de la grosseur de l'extincteur, tout ça. Fait qu'imaginez que si vous n'avez pas nécessairement les habiletés, vous allez risquer de gaspiller votre 8 secondes de sortie de poudre. Puis peut-être que vous auriez eu besoin d'un 2 secondes de plus pour vraiment éteindre votre feu au complet. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas... Non, c'est certain que c'est... Des fois, il ne faut pas prendre des risques dans ce genre de situation-là où ça peut mener là, à des dommages considérables. C'est ça. Dernier point que je voulais amener avec vous, là, c'est l'été qui arrive. Vous m'avez parlé plutôt du paillis. Pourquoi ça peut être dangereux, le paillis, à l'extérieur? La saison du printemps arrive, puis là, on commence à voir nos plates-bandes, puis on met du paillis partout parce que ça garde une certaine humidité dans le sol. Mais l'idée du paillis, c'est justement, c'est des copeaux de bois. En général, c'est très combustible. Puis le paillis comme tel devient un risque d'incendie accru. Puis malheureusement, à chaque année, on a ces appels-là au service d'incendie. C'est qu'on a des gens qui garochent le botch de cigarettes. Des mégots. Des mégots d'un pot de fleurs, d'un paillis, d'un plate-bande. Ils ne se rendent pas compte que, dans le fond, c'est à cause de ce comportement-là
qu'on se ramasse avec un incendie. Un feu dans une plate-bande qui est détachée, ça a plus ou moins d'impact. Mais par contre, un feu qui est sur une plate-bande, qui est collé sur une maison ou collé sur votre patio à la maison, bien, ça peut amener des sérieux dommages à votre propriété. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit si vous avez des botches de cigarettes à éteindre, prenez une bonne canne en métal avec un petit peu d'eau dedans ou du sable, puis mettez vos botches de cigarettes là-dedans, puis ça va régler le problème une fois pour toutes. On n'a pas besoin de lancer ça dans les plates-bandes, puis dans les headsets, puis un peu partout. Merci beaucoup pour ces informations-là. Là. Je rappelle aux gens que c'est important quand l'été arrive comme ça de faire attention. Hein. Un feu peut arriver rapidement, puis de communiquer avec le service incendie si jamais il y a quelque chose qui arrive, puis de ne pas tenter là, de prendre les choses en main. Monsieur Sylvain Larocque, je rappelle, vous êtes chef division prévention incendie à la Régie de la Vallée du Richelieu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée. Nous recevons maintenant Éric Grenier-Denis, qui est directeur général de la Coopération des thérapeutes du sport du Québec. Bonjour, Monsieur Grenier. Bonjour, ça va bien? Oui, l'été approche, ça ne paraît pas encore à 100 mais on va pouvoir aller dehors faire des activités sportives. Comment on doit se préparer avant d'aller faire une activité sportive, comme par exemple du pickleball? Le réchauffement. Avant l'activité sportive, vraiment, le réchauffement va être quand même nécessaire, important, même si ce n'est pas une habitude qu'on a à garder. Donc, de s'inspirer au niveau de l'activité qu'on va faire pour travailler la mobilité des articulations qui vont être activées, travailler les muscles aussi, les réveiller, ceux qui vont être un petit peu plus sollicités pendant l'activité, là. On parle beaucoup de ceinture abdominale, donc de réveiller les muscles de la ceinture abdominale, de s'assurer que l'articulation qui va travailler est quand même assez fluide. On ne veut pas faire des étirements en longueur, mais on veut comme s'assurer qu'on n'a pas de blocage ou qu'il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on parle par étirement en longueur? Par exemple, moi, je m'étire, là, puis je fais ça comme ça. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Ah. De un, cet étirement-là, comme dit, on essaie de l'éviter, là, ça l'étire pas grand-chose de précis. Là. On va juste comme pour se donner bonne conscience. Exactement. Là, ça, ou les mollets, là, c'est pas mauvais de s'étirer les mollets, mais c'est pas nécessairement celui qu'on veut viser. Là. Quand on parle d'étirement en longueur, c'est le classique de justement, je tiens un étirement puis je le garde. Dans le fond, un muscle qui est étiré va être moins fort, va être moins capable de produire de la force. Donc, avant une activité physique, c'est pas ça qu'on veut. On va garder ça pour après, pendant la récupération. Mais avant, on va plus s'inspirer, dans le fond, ce qu'on va parler des patrons moteurs ou des amplitudes articulaires. Fait que c'est s'assurer, exemple, pour les épaules, qu'on est capable de bien la bouger dans toute son amplitude. Si on sait que des fois, on a de la misère à aller chercher, exemple, pour un sport de raquette comme le pickleball ou le tennis, si au niveau de l'élan, on a de la misère à aller chercher un peu plus vers l'arrière, bien, de s'assurer que les muscles en avant sont bien détendus pour être capable d'aller chercher, mais on ne veut pas les étirer en longueur. On veut vraiment que ce soit un étirement qui est dynamique. Okay. C'est ça qu'on veut dire. Donc, dépendamment du sport qu'on fait, il faut se poser la question quelle partie de mon corps va être sollicitée, puis essayer de cibler de façon plus active, vous avez dit, cette région-là? Oui, c'est ça. On veut vraiment un réchauffement dynamique actif. Fait que, on peut travailler la mobilité quand même, mais comme je disais, la différence entre la flexibilité et la mobilité, on va peut-être plus travailler avec, si on a à tenir une position, on va la tenir peut-être un 10 secondes, puis on va le répéter plusieurs fois. Tandis que si on faisait vraiment un étirement de flexibilité, bien là, on le tiendrait un bon 30 secondes pour donner le temps aux muscles de s'étirer. Mais comme je dis, ça, on le garde à la fin, pas au début de l'activité. Tout le monde sait que c'est important de se réchauffer. Moi, ma question, c'est pourquoi les gens ne le font pas? Même moi, on commence quelque chose, puis on a donc hâte de jouer. Qu'est-ce qui fait que les gens ne prennent pas le temps de faire ça quand on sait que c'est important? C'est pas la chose la plus intéressante. T'sais, on fait une activité sportive pour faire cette activité-là. Fait que le réchauffement, c'est pas nécessairement la chose la plus intéressante. Manque d'habitude aussi. T'sais, si je regarde des jeunes équipes sportives là, qui ont des réchauffements automatiques avant le soccer ou avant le hockey, bien, ça fait partie de la culture du sport, de l'environnement. Donc, c'est un peu comme immanquable. Tandis que là, quand on tombe de manière autonome, c'est nous-mêmes qu'il faut s'imposer cette structure-là, puis on ne le fait pas. Fait que c'est purement un manque de motivation, j'aurais tendance à dire. Mais une technique, peut-être pour s'aider, c'est souvent on fait du sport à deux. Fait que de se tenir un peu responsable l'un et l'autre, de faire les échauffements ensemble, des fois, ça peut aider à nous motiver un petit peu plus à le faire. Là. Il y a beaucoup de le sport, c'est la performance. Même si durant l'année, on est sédentaire, là, on commence à faire un sport, on peut être compétitif.
Jusqu'où on peut pousser dans le sport pour que ça reste sécuritaire? Est-ce que la douleur, c'est quoi la limite entre la douleur et la performance? Pour monsieur, madame, tout le monde, dans le fond, la douleur, c'est jamais un bon signe. OK? La douleur, c'est soit un signe que quelque chose s'est blessé ou des fois, ça peut être aussi une mesure un peu préventive du corps de nous avertir qu'il y a quelque chose qui pourrait se blesser ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'envoie un message de douleur au cerveau pour dire arrête de faire ton activité parce que l'endroit où je te dis que tu as mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la douleur, c'est jamais nécessairement un bon signe. On a souvent entendu le no pain, no gain en anglais, qui est un vieil adage, mais qui est plus valide. Parce que on dirait que c'est glorifié, oui. De pousser à travers, de réussir même si c'était difficile. Mais c'est une vieille mentalité, j'ai tendance à dire, qu'il faut changer. Puis, il y a quand même, par exemple, une réalité de l'activité sportive, quand c'est surtout pratiqué avec une certaine intensité, ça peut amener un inconfort. Puis ça, cet inconfort-là, il est quand même normal. Donc, il y a une différence à faire entre l'inconfort et la douleur. Puis l'inconfort, lui, on peut le tolérer, on peut pousser un petit peu plus à travers. Mais c'est quand on tombe dans la douleur que là, on devrait s'arrêter. Et dans le fond, c'est la personne elle-même qui doit, à force de pratiquer, comprendre un petit peu la subtilité entre les deux parce qu'il n'y a pas une ligne bien définie. C'est quand même un peu plus vague la différence entre les deux. Et après, ben, tu l'as dit, c'est la performance. On est dans une culture de performance. Donc, c'est aussi soi-même d'être assez intelligent puis de se parler pour se faire comprendre que c'est pas grave si cette fois-là, je dois arrêter puis je dois prendre une pause ou je dois mettre fin à mon activité un peu plus tôt. À long terme, ça va être bénéfique parce qu'on va pouvoir la pratiquer plus longtemps et plus souvent, dans le fond. On voit aussi comme mode les bains glacés. Les bains glacés, les saunas, est-ce que c'est bon ou mauvais? Pour l'instant, la recherche n'est pas nécessairement hyper précise sur l'effet de ces pratiques-là. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est selon ce que la personne ressent. Si ça lui fait du bien et que c'est fait de manière sécuritaire, on entend autant un sauna qu'un bain glacé, là, tu ne vas pas passer une heure là-dedans. Là. Okay? Tu respectes les règles qui sont en vigueur, mais si ça te fait du bien, tant mieux. Mais il y a autant de recherches qui vont mettre beaucoup de bénéfices sur ces pratiques-là qu'il y a de recherches qui vont démontrer qu'il n'y a pas nécessairement d'effets significatifs. Souvent aussi, c'est des modes. Fait que pendant un moment, dans le fond, il va y avoir beaucoup d'intensité ou beaucoup d'intérêt à travers cette pratique-là. Puis c'est à long terme qu'on va se rendre compte que, finalement, c'est pas nécessairement néfaste, mais des fois, l'effet n'est pas nécessairement concret ou physiologiquement présent. Donc, tant que c'est pratiqué avec modération, de manière sécuritaire, que la personne, elle, ça lui fait du bien, on peut se le permettre. Là. Pour ceux qui font du sport de manière récréative, ce n'est pas des professionnels, quelle est l'importance de la récupération? Est-ce que c'est vraiment important là, de dormir, s'hydrater? Est-ce que ça a un impact? Qu'on soit professionnel ou amateur, ça reste toujours important, dans le fond, dans les deux cas. De plus en plus, la recherche démontre l'importance justement de la bonne récupération, des périodes de temps mort, de bien dormir, d'avoir une bonne hygiène de sommeil, dans le fond, pour récupérer. Comme je dis, ça va être bénéfique pour tout le monde, là. Que tu sois justement un joueur du Canadien ou que tu sois quelqu'un qui court une fois par semaine. Le corps a besoin de se reposer. Dans la période de sommeil, il y a des hormones qui sont libérées qui vont favoriser, dans le fond, la récupération, la construction, exemple, de fibres musculaires, etc. Donc, ces périodes-là sont nécessaires pour bien performer après ça dans le sport qu'on fait. Encore une fois, dans une culture de performance, des fois, on veut comme essayer d'en faire le plus possible, mais en faire le plus possible, des fois, ça va être justement de prendre un temps de recul pour que le corps puisse récupérer. M. Grenier-Denis, vous êtes la voix de la sagesse sportive. Je me reconnais. Je vais essayer de vous écouter pour essayer de m'imbiber là, de les mots de prévention que vous avez. Je suis sûr que plusieurs à la maison aussi vont sortir mieux connaissant là, des pratiques sportives puis comment rester en santé pour longtemps. J'invite tous les gens à la maison pour avoir plus d'informations d'aller sur le site ctsq.qc.ca, donc la Corporation des thérapeutes du sport du Québec. Puis je vous remercie de votre partage, puis je vais souhaiter aux gens à la maison un été actif et en santé. Merci pour l'invitation, puis un bon été à tout le monde.
Donc, moi, c'est Roxane Pogny. Je suis agente de développement agricole et bioalimentaire à la MRC de la vallée du Richelieu. Donc, mon rôle, c'est de mettre en œuvre le PDZA, donc le plan de développement de la zone agricole, dans lequel il y a plusieurs objectifs, dont de diffuser puis de valoriser les pratiques agro-environnementales qui se font à la ferme, comme ici. Donc, la ferme Claire-Joy qui a reçu le prix Mérite Terreau pour ses bonnes pratiques agro-environnementales. Bonjour, mon nom est Caroline Deschamps. Je suis conseillère aux communications pour la MRC de la vallée du Richelieu. On est ici aujourd'hui à la ferme Claire-Joy pour remettre le prix Mérite Terre-Eau, le deuxième prix à Madame Sylviane Baudry de la ferme Claire-Joy. Pour nous, à la ferme Claire-Joy, c'est super important, tout ce qui est biodiversité, puis prendre soin de nos terres, prendre soin de l'environnement dans lequel on est. On a un cours d'eau à notre ferme qui est le cours d'eau Richer, le ruisseau Richer, qui sillonne nos terres. Donc, on a voulu, on a le souci de préserver ce cours d'eau-là. J'y pêchais quand j'étais petite. Il y avait des poissons là-dedans, puis on veut s'assurer qu'on lègue à nos enfants un ruisseau en santé. Il a besoin d'amour pour l'instant, donc on continue année après année là, à planter des haies, à protéger les bandes riveraines, puis à encourager la biodiversité autour de ce cours d'eau-là. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour aménager ces bandes riveraines-là? En fait, on a travaillé en partenariat beaucoup avec le groupe Pro Conseil qui nous accompagne en fait là, pour le choix des essences qui sont les bonnes essences à choisir à côté des champs et des cours d'eau pour que ça travaille bien ensemble, pour pas que les racines viennent détruire les récoltes, puis que ça soit bénéfique pour le cours d'eau aussi. Donc, ils nous aident, ils nous accompagnent là-dedans pour choisir les bonnes essences d'arbres. On plante aussi des petits arbustes, puis on a fait des essais l'année passée aussi là, pour des haies fleuries, pour les pollinisateurs. Donc, on fait aussi un petit peu d'expérimentation là, à ce niveau-là. Depuis combien de temps depuis quand avez-vous commencé à mettre en place là, ces pratiques-là? En fait, mes parents ont commencé en 2005, entre 2000 puis 2005, donc ça fait au-dessus de 20 ans qu'ils ont commencé à planter des haies brise-vent. À ce moment-là aussi en partenariat avec le groupe Pro Conseil. Puis, moi, j'ai continué, quand je suis revenue sur la ferme, j'ai voulu continuer ces actions-là. Donc, on en fait un petit peu à chaque année. Des fois, on saute une année, des fois, on en fait plus une autre année. Il y a aussi, des fois, des subventions, des fois, il n'y en a pas. Donc, souvent, on doit débourser de l'argent de nos poches pour le faire, mais pour nous, c'est important. Fait qu'on en fait un petit peu à chaque année là, pour arriver à tout en faire tout le long de nos champs, en fait. C'est ça le but à long terme. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Saint-Marc-sur-Richelieu, à la ferme Claire-Joy. Donc ici, je suis en compagnie de Mme Baudry et M. Henry, une belle relève, 6e génération pour vous, oui, qui reprenez la ferme familiale. Puis aujourd'hui, il se mérite en fait, c'est le prix Mérite Terreau. Puis ce prix vient vous féliciter en fait pour tout ce que vous faites pour l'environnement, autant pour les hectares en pré-fleuris et ce que vous déversez justement dans votre ruisseau Richer ici. Donc, je tiens à vous féliciter au nom de la MRC Vallée du Richelieu. Les élus sont tellement contents de ce prix-là. Donc, pour justement mettre l'accent sur le métier que vous faites et ce que vous faites pour l'environnement. Donc, aujourd'hui, on vous remet. Et voilà. Merci beaucoup. Un montant de 2500. Bonjour, Karen Hogg du réseau Agri-Conseil Montérégie. Ça me ferait plaisir aujourd'hui de vous remettre un certificat de 250 $. Est-ce que vous allez pouvoir utiliser soit sur une formation de votre choix ou encore sur un futur contrat de service conseil avec le réseau Agri-Conseil Montérégie. Merci beaucoup. On
retrouve en studio Alain Bertrand, qui est le président de Saint-Marc en affaires. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler du festival de vin champêtre et riverain qui approche à grands pas. Oui, c'est à environ... Commencez-vous à être excité un peu? Oui, on est vraiment excité. On est dans les derniers milles de préparation. Là. Ça a été l'année passée, c'était notre première édition. Là, on est en deuxième édition. On a juste des petites affaires, mais ça a tellement bien fonctionné l'année passée qu'on est vraiment excité de voir cette année. On rappelle les dates aux gens, 4 et 5 juillet qui s'en vient. C'est un week-end. Qu'est-ce qu'on a appris de la première édition qu'on veut transposer à la première? Puis qu'est-ce qu'on veut changer? On ne veut pas changer grand-chose. En fait, ce qu'on veut rajouter, parce qu'on a eu 2 petits commentaires l'année dernière quand on a fait notre retour sur l'événement, il y avait 2 petits commentaires qui venaient de la plupart des gens. C'était, bon, ils viennent en famille. On s'est rendu compte que les gens, le Festival des vins, attiraient les familles. Donc, puis à Sainte-Marc, il y a beaucoup de familles. On s'est rendu compte que les gens nous ont demandé d'avoir quelque chose un peu pour les enfants. Parfait. Cette année, on a amélioré un petit peu notre offre pour les enfants. Du vin un peu moins fort. Oui, du vin un peu plus doux. Du jus de raisin. Du jus de raisin avec soit alcoolisé. Puis aussi, la deuxième partie, c'était notre offre alimentaire. C'est que l'année dernière, à cause de notre succès, un peu grâce au succès de notre événement, on s'est rendu compte que les gens demeuraient sur le site. Donc, autour de 4, 5 heures, 6 heures le soir, il avait faim, il avait bu, puis il avait faim. Puis l'offre alimentaire, c'est comme épuisé, parce qu'on n'avait pas beaucoup de choses. Fait cette année, on est revenu avec une offre alimentaire beaucoup plus généreuse, plus variée. Donc, les gens vont trouver leur compte dans le. Puis justement, vous voulez nous valider les exposants de cette année. Oui, il y a une douzaine d'exposants qui sont en fait, les exposants en général sont des importateurs de vin privés. Donc, il y a des importateurs de toute la région de Montréal, du Québec, entre autres, qui font venir des vins de partout dans le monde, qu'on peut les déguster sur place. Et aussi des vignobles locaux. On a le domaine Saint-Jacques, qui est un des vignobles qui va être là, d'autres vignobles dans le coin qui vont être présents aussi. Donc, on a entre 15 et 16 exposants qui vont être sur les lieux pour goûter du vin. Mais il y a aussi dans ça, il y a la brasserie Shelton, parce que les gens, oui, aiment le vin, mais souvent, le conjoint ou des amis sont moins forts sur le vin, mais ils veulent quand même trouver leur compte. Donc, on a une brasserie qui va être là, locale, ici à Saint-Mathieu, qui va être là toute la journée, qui va vendre de la bière de l'ouverture jusqu'au show, parce qu'il y a un show le soir, un spectacle. Et il va y avoir aussi la cidrerie Michel Jaudoin qui va être là, qui offre aussi du cidre, des pétillants, des choses variées là, pour combler les besoins. Vous avez parlé justement de l'offre alimentaire. Ça va ressembler à quoi, la bouffe? Bien, on a des gens, par exemple l'apéro de Delson, qui était là l'année dernière, qui offre un peu des entrées ou des petits charcuteries, des choses comme ça pour agrémenter quand on prend notre petit verre de vin. On va avoir la cantine Deso qui va faire poutine, hamburger, hot dog, des choses comme ça, là, que tout le monde connaît Deso sur le 116. Ils vont être là sur place avec leur food truck. On va avoir l'érablière Jeannotte aussi, qui est de Saint-Marc-sur-Richelieu, qui offre une bonne offre alimentaire. Ils ont un bistrot, eux autres aussi, qui est très, très bien. On a Crème, CR'-AIME, donc elle a mis la crème glacée. C'est une jeune fille qui vient de partir son entreprise de food truck, mais crème glacée. Je pense que les enfants vont adorer ça. Ça va être, je ne sais pas si ça va faire le même style que comme dans mes années à moi, ils passaient dans les rues avec le ding-ding-ding, la cloche, puis tout le monde sortait sur le balcon en pyjama. Je ne sais pas si ça va être le même style, mais ça devrait être quelque chose comme ça. Mais ça, c'est super intéressant parce que l'idée derrière le festival, c'est de faire connecter les entrepreneurs entre eux. Surtout, oui. Ça, c'est l'exemple d'une jeune entrepreneur qui va bénéficier du festival. Oui, elle vient elle est en fondation. Elle vient de partir, je pense, à sa première année d'existence. Tout son logo, tout son site Internet, sa page Facebook, tout ça, tout elle met tout ça en branle là, pour être prête pour le festival. Elle est vraiment excitée de ça. On a aussi La Vache qui fait meux, qui est un traiteur de Sainte-Julie, qui, à eux, c'était un couple de Français qui avait un restaurant à Montréal. Gros succès, le monde attendait en ligne avant l'ouverture pour manger là. Naturellement, ils ont été tellement bons et tellement populaires qu'ils se sont brûlés un peu. Fait qu'à la pandémie, ils ont changé leur optique. Ils sont devenus des traiteurs. Là, ils font du corporatif, font des festivals comme ça. Ils sont très excités aussi de venir à Saint-Marc, de faire le festival. On dirait que ça attire les gens d'avoir un festival des vins sur le bord du Richelieu comme ça. Là, ça attire les gens. Ils ont vraiment hâte d'être là. Bien, c'est un environnement, tu sais, champêtre, bucolique. Puis là, on va l'appeler champêtre et riverain. C'est l'été. Oui. Première fin de semaine de juillet. Fait que les gens, c'est comme à la fin des classes, au début de l'été, tout ça. Puis le vendredi soir, bien, c'est pas le festival, mais c'est le bal. C'est un autre événement on a créé une nouvelle tradition, on l'espère bien. Une première édition d'un bal. Donc, c'est des tables de 8 personnes qu'on vend. Il y a un chef, Francis Blais, qui a gagné Canada Chef en 2020, qui était le plus jeune chef à gagner, francophone, 27 ans, qui a gagné cette compétition-là. Puis là, il est là avec son équipe, le menu extra, pour faire la soirée au complet. Là, Puis aussi, l'objectif, c'est de ramasser des fonds. Oui. Oui, parce qu'en fait, Saint-Marc en affaires, qui est l'organisme d'affaires de Saint-Marc qui chapeaute tous ces événements-là,
Et notre but, nous autres, c'est tout le temps d'entraider les gens, tout le monde s'entraide. Donc là, on a cherché une fondation, on cherchait quelque chose pour pouvoir donner aux suivants. Et le vendredi, bien, c'est ça, le bal est au profit du Grain de sel, qui est un organisme d'entraide familiale ici à Belleuil, pour la vallée du Richelieu. Il dessert la vallée du Richelieu au complet. Donc, on s'est associé à eux pour cette soirée-là du bal, entre autres. Donc, les gens pourront être généreux puis savoir que l'argent va bénéficier à ceux qui ont moins de chance. Vous êtes président de Saint-Marc-en-Affaires. Je voulais voir avec vous. Tu sais, il y a d'autres ateliers qui sont en marge du festival, mais qui concernent plus les jeunes entrepreneurs, parce qu'on sait que Saint-Marc, c'est un environnement propice à l'entrepreneuriat. Comment vous faites pour aider les jeunes entrepreneurs à Saint-Marc? Bien, entre autres, dans notre année, puisque Saint-Marc-en-Affaires est l'organisme qui chapeaute le festival, le bal, mais beaucoup d'autres activités aussi dans l'année. Puis une des activités qu'on a là, c'est les jeunes entrepreneurs. À l'automne, à l'entrée des classes, il y a des gens qui s'inscrivent, puis on a une semaine, bien, ça s'étale sur 4-5 semaines, aller jusqu'au début décembre. On prend 10-12 jeunes. L'année passée, on en a eu 10. Puis il y en a qui attendaient, qui voulaient rentrer, mais ils sont arrivés un peu tard. Cette année, je pense qu'on va avoir une nouvelle cohorte qui va être assez impressionnante. C'est des jeunes du primaire, 4, 5, 6e année. Ils partent vraiment d'une business au complet. Fait qu'on leur donne des petits ateliers, il y a des mentors qui viennent leur parler de marketing, de publicité, de comptabilité, de plan d'affaires, toutes les choses à leur niveau à eux. Puis ils se trouvent un produit ou un service qu'ils mettent en branle, puis qu'ils donnent un petit marché de Noël qui se fait au début décembre. Puis les gens viennent, puis là, ils achètent le produit, tout ça. Puis c'est vraiment de voir dans leurs yeux, là, c'est incroyable comment ils sont initiés à l'entrepreneuriat. Puis ils sont vraiment excités de tout ça. Puis j'espère que ça va créer des futurs entrepreneurs. Surtout en étant aussi jeune. C'est pas quelque chose qu'on découvre à l'école. C'est vraiment important, j'imagine, d'avoir un premier contact avec ça d'un jeune âge. Oui. Puis souvent, si ça ne vient pas des parents qui sont déjà entrepreneurs, puis les gens ont comme un désir de, bien, c'est l'occasion spéciale parfaite pour ça. Puis souvent, on ne sait pas qu'on a ce désir-là. On ne sait même pas que ça existe. Non. Souvent, la voie tracée, c'est vers l'école, choisir quelque chose. Mais il y a des chemins qui sont comme périphériques qu'on peut découvrir. C'est dans le cadre de la semaine d'entrepreneuriat. Je sais qu'au niveau provincial, il y a une semaine d'entrepreneuriat à l'automne. C'est dans ce cadre-là qu'on a parti ce projet-là. C'est 2 personnes de Saint-Marc-en-Affaires qui chapeautent ça. Ils invitent des mentors, tout ça, pour leur parler aux jeunes, puis les former à faire. Très intéressant. Il y a beaucoup d'effervescence. On voit à Saint-Marc, déjà, ça prend des entrepreneurs pour faire un festival comme ça, puis surtout de s'adapter à un deuxième épisode. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. L'objectif pour le nombre de personnes cette année? L'année passée, on a eu 800 et quelques entrées au festival. Il y a eu beaucoup plus de gens sur le site, parce que le site n'est pas fermé. Le site est ouvert à tout le monde. Donc, cette année, on veut avoir à peu près 1200 à 1300 personnes payantes, plus celles qui vont venir voir le site et voir l'ampleur de la beauté du site. Donc, j'invite tout le monde à la maison 4 et 5 juillet 2025. Toute l'information sur le site saintmarcenaffaires.com. On peut acheter un billet, puis on se retrouve sur place pour bénéficier des belles installations. Merci beaucoup, M. Bertrand. Je vous souhaite un bon succès. Parfait. Merci, vous êtes les bienvenus. On retrouve en studio Marilyn Nadeau, qui est préfète de la MRC de la Vallée du Richelieu et mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Bonjour, Mme Nadeau. Bonjour. On revient sur la dernière séance du Conseil, en premier lieu avec le Fonds de développement culturel. Oui, en fait, nous avons octroyé 4 montants d'argent, en fait, pour 4 projets culturels. OK. Donc, les initiatives se sont démarquées, évidemment, au niveau communautaire, culturel et leur originalité. Donc, on a donné un montant à M. Antoine Turmé de Mont-Saint-Hilaire avec son projet Le corps du paysage. Ensuite, pour la Grande Trappe de Saint-Charles-sur-Richelieu, les tournées Bonheur chez vous. Et le troisième, Les nuits s'animent de Les mots s'animent de Saint-Basile-le-Grand. Et le dernier, Voyage dans les boisés de la vallée avec Pierre Caval et Christiane l'Italien d'Autoburn Park. Ça représente quoi pour ces artistes-là d'avoir des montants comme ça? Comment ça les aide? Ça leur permet justement de déployer des projets auxquels ils ont façonné, ils ont pensé. Donc, vraiment, vu leur côté original et qui se démarque des autres projets, nous avons octroyé ces montants-là pour voir à ce jour ces projets-là. Bien, c'est une bonne idée d'encourager notre culture d'ici. On continue avec une nouvelle qui va s'adresser à ceux qui ont des terrains, la tonte de gazon. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Est-ce qu'on coupe le gazon ou pas? Ben non! Non! Ben non! On veut favoriser la biodiversité. On aime ça, les pissenlits. Ben oui, c'est beau! Oui! Ça sent bon, c'est jaune. Ben, c'est tellement naturel, puis ça permet à la survie de nos abeilles. Donc, on demande à nos citoyens et citoyennes de retarder la tonte de gazon
Et la MRC fait la même chose pour pouvoir démontrer que nous sommes cohérents avec notre plan d'action en environnement et en agriculture durable. Madame Villot nous disait justement, mairesse de Belleuil, que là, il fallait attendre lorsque les pissenlits deviennent blancs. Là, c'est correct. Exactement. All right. Les gens à la maison ont maintenant le message. Déclaration de relations interculturelles. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? En fait, c'est un engagement qu'on a pris les élus de la MRC de la Vallée du Richelieu, un engagement fort et formel. Après plusieurs consultations que nous avons faites, on voulait vraiment se démarquer, en fait, pour démontrer qu'on veut bâtir une communauté ouverte, inclusive et solidaire. Puis ça s'inscrit dans une volonté collective du mieux vivre ensemble et évidemment pour favoriser la diversité culturelle que nous avons dans notre beau territoire. Puis qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette déclaration-là? Ça va être publié? Oui, bien sûr, et même on va pouvoir donner justement ces petits livrets-là, entre autres, parce que cet engagement-là, on veut démontrer à quel point c'est important le respect de chacun et ainsi de reconnaître notre diversité qui fait cette beauté-là de vivre ensemble. Parce qu'il y a beaucoup une grande partie de l'augmentation de la population vient de nouvelles personnes qui arrivent de différents endroits dans le monde, surtout dans des régions comme la vallée du Richelieu. Exactement, où il fait bon vivre. OK, on continue avec l'Office régional de l'habitation, un renouvellement des 3 mandats. Oui, en fait, on en a plusieurs d'offices d'habitation sur le territoire. Par contre, il faut avoir un comité plus restreint pour pouvoir justement aux besoins. Et ce comité-là, on a renouvelé le mandat de Mme Villot, mairesse de Belleuil, de M. Guertin, qui est maire de Mont-Saint-Hilaire, ainsi que Mme Villeneuve, qui est la mairesse de Thomond Park. Donc, on les a renommés parce qu'ils font du bon travail. Super. Festival Chant de Vielle. Oui, bien, en fait, le Chant de Vielle, il revient cette année et nous voulons soutenir leur organisme pour une belle visibilité et ainsi les retombées qu'ils ont dans la région. Donc, nous avons octroyé un montant de 5 000 $ pour qu'ils continuent ce beau festival-là. Puis c'est à ne pas manquer. Non, puis ça attire beaucoup de gens d'ailleurs à ce festival-là. Puis la vielle, c'est un instrument qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, pour les gens qui nous écoutent, aller découvrir ça, c'est qu'ils n'ont jamais été là. Oui, c'est international. Moi, à chaque fois que j'y étais, je suis impressionnée. Ça vient de partout dans le monde. Puis je me demande toujours comment ils font pour se faire comprendre ici, mais ils réussissent. Puis la musique, hein, c'est la musique de l'âme, fait que tout s'entend à c'est la langue universelle. Et voilà. Vous avez demandé un second délai au ministère des Affaires municipales pour travailler des plans, des milieux de vie. Oui, vous savez, on est obligé d'avoir des orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Puis, on avait un certain délai. Donc, on a demandé un second délai pour mieux travailler justement les milieux de vie, assurant l'accès au logement abordable, de qualité, accessible pour l'ensemble des ménages. Donc, chaque municipalité veut par la suite le travailler concrètement dans leur milieu. Pourquoi le premier délai n'avait pas été suffisant? C'est que nous sommes une région tellement importante et diversifiée. Autant dans les plus petites municipalités, on se doit de se conformer à ces orientations-là, et les grosses villes, les grosses municipalités aussi. Donc, afin de voir justement un équilibre là-dedans, pour qu'on puisse les mettre en œuvre. Et c'est là aussi la problématique. Nous n'avons pas tous les infrastructures pour être capables. Si notre usine d'épuration d'eau ne peut pas les accueillir, ça ne donne rien d'y mettre, là, vous comprenez? Donc, il faut être cohérent. C'est pour ça pour mieux travailler, on a demandé un second délai. Des fois, c'est mieux de retarder un peu avant de commencer pour mieux partir. Et voilà! On a vu ça avec la commission sur la SAQ. Hein? Il faut avoir un peu un portrait clair avant de commencer. C'est bon! Nettoyage de cours d'eau? Oui, nous avons 4 dans la région. Donc, après l'approbation du ministère de l'Environnement, évidemment, nous allons pouvoir effectuer ces 4 nettoyages-là dans notre belle MRC à Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Mont-Saint-Hilaire ainsi que Saint-Jean-Baptiste. Escouade verte 2025. Oui! Donc, à chaque année, on réussit à avoir des gens qui sont passionnés des ressources à la MRC qui vont sillonner nos rues afin de valider dans nos bacs
que nous avons, les bacs verts, évidemment, on est capable de bien trier nos matières. Donc, vous pouvez arriver avec des billets de courtoisie. C'est quoi un billet de courtoisie? Bien, c'est pour dire que tu as fait du bon Ah, travail. wow. C'est l'inverse d'une contravention, Et c'est voilà. Puis, en même temps, au niveau pédagogique, on a besoin de savoir si on fait bien les choses, vous savez. Donc, nous allons avoir 2 ressources qui vont être capables de faire tout le territoire là, pour voir ce que nos citoyens et citoyennes font leur travail. Bien, c'est bien. C'est bien de pouvoir avoir de l'encouragement, des fois positif également. Accès à la rivière Richelieu, l'été s'en vient? Oui! Entendre du projet Signature Innovation, c'est ce que je voulais dire. Vous savez, on en parle tellement du Richelieu, je ne sais pas de quel endroit qui parle. C'est long et beau, Richelieu. Mais en fait, nous avons un projet signature à la MRC. Et ce projet signature-là, depuis le début, on le dit avec le conseil de la MRC que c'est notre priorité, donner accès à la rivière Richelieu. Donc, on a formé un comité directeur avec Mme Davignon, puis Mme, je ne vais pas me tromper, Beaulieu. Donc, on va faire mettre en plan le plan d'action que les élus ont adopté. Donc, juste pour être sûr que ça continue et que ça va vers le bon sens. Le sens de la rivière. Et voilà. Et finalement, il y a une collègue que vous avez qui a besoin de support de la communauté. Oui, exactement. On a su par communiqué que Mme Labbé est atteinte d'un cancer au sein. Et puis... Mairesse de Chambly. La mairesse de Chambly, qu'on affectionne aussi au sein de notre équipe. Donc, on lui offre notre support et Mme Labbé a levé la main tout de suite pour être une porte-parole du Relais pour la vie qui va se tenir à Chambly. Donc, elle a le soutien de tous et toutes. Puis si les gens veulent justement que la recherche se poursuive pour tout type de cancer, on peut envoyer des sous à la Société canadienne du cancer, que ce soit par l'achat de luminaires. Comme vous savez, le Relais pour la vie, vous marchez dans la soirée et la nuit. Donc, pour éliminer le chemin à parcourir, on peut acheter des luminaires ou envoyer des sous directement à la Société canadienne. Donc, on invite tout le monde à faire preuve de générosité pour ça. Oui. Puis c'est un sujet qui touche les gens. Puis vous voit faites de la justement... politique, Mme Nadeau, mais en même temps, c'est surtout... c'est un domaine qui est humain. On est sensible au bien-être des autres. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci. Merci pour ce résumé. Puis on se retrouve pour le prochain. Parfait. On accueille avec nous Annabelle Blais, qui est journaliste d'enquête pour le Journal de Montréal. Bonjour, Mme Blais. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler des semaines de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec du 1er mai au 31 mai, pour faire l'état des médias au Québec. C'est quoi l'état des médias au Québec, vous pensez? C'est compliqué, mais ça pourrait aller mieux. On est dans une période assez particulière. C'est pour ça que depuis quelques années, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a décidé de de créer les semaines de la presse pour faire plein d'activités, pour sensibiliser les gens à l'état de la situation dans les médias. Donc, qu'est-ce qui se passe ces dernières années? Bien, on a senti quand même un effritement de la confiance du public envers les médias. Et on s'est dit, bien, il faut qu'on aille expliquer un peu mieux notre métier. Il faut que les gens comprennent le rôle des médias, pourquoi c'est important dans une société démocratique. Il faut qu'ils comprennent un peu mieux les nuances, les différents corps de métier. C'est quoi un chroniqueur, c'est quoi un journaliste, tout ça. Mais quand je pense que la confiance est effritée, bien, il faut aussi aller à la rencontre des gens pour écouter c'est quoi les critiques, c'est quoi leurs attentes, et qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont moins confiance. Donc, l'idée, c'est d'instaurer un peu un dialogue un peu entre les journalistes et le public afin de mieux comprendre un peu c'est où que ça accroche, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Vous avez dit beaucoup d'informations, on va décortiquer ça un peu. Selon vous, là, pourquoi c'est important les médias? Là? Vous êtes devenu journaliste d'enquête. À quoi vous vous attendiez quand vous êtes devenu journaliste d'enquête? Puis pourquoi c'est important? Bien, le journaliste d'enquête, c'est vraiment
c'est d'aller chercher l'information qu'on veut nous cacher. Ça part d'une idée de changer les choses, d'améliorer les problèmes. Et quand il y a un problème, généralement, les politiciens, les institutions, c'est pas la première chose qu'ils vont nous dire. Donc, c'est une quête de vérité. Et moi, l'enquête, ce que je trouve vraiment passionnant, ben, c'est un travail de longue haleine. Et ça, moi, ça me plaît. Moi, je peux mettre 1 mois pour enquêter sur un sujet. Ça part de faire des demandes d'accès à l'information. Donc, chaque institution publique doit donner des documents, mais ça prend du temps pour les obtenir. Ça peut être compliqué. Donc, nous, on fait des demandes d'accès. On essaie aussi de trouver des sources. Des sources, c'est des gens qui travaillent, par exemple, au ministère des Transports du Québec et qui a constaté qu'il y a un phénomène de collusion de corruption. Là, je fais référence un peu à ce qui s'est passé avec la commission Charbonneau. À l'origine, c'était des lanceurs d'alerte, comme on appelle, qui voulaient dénoncer des situations. Et donc, en travaillant avec des sources qui généralement sont anonymes dans nos articles, mais qui sont quand même des personnes dont on établit la crédibilité et la fiabilité, c'est ce qui nous permet d'aller sortir des histoires dont on n'aurait jamais entendu parler sinon. Donc, vous me dites, justement, vous avez dit les mots-clés crédibilité, fiabilité. Vous me dites qu'il y a un travail qui se fait, qui est en profondeur, ce qu'un influenceur, par exemple, sur les réseaux sociaux, ne serait pas capable de faire si lui a à diffuser du contenu à chaque jour. C'est ça. C'est pour ça que on a besoin des grands médias. On a besoin des Radio-Canada, des Québécois, des La Presse, Le Devoir. On a besoin de tout ça parce que moi, quand j'enquête pendant un mois, je reçois quand même un salaire à tous les jours. Mais après, on est conscient que la population aime de plus en plus recevoir son information par des influenceurs sur TikTok parce qu'il y a un lien un peu plus intime, un discours un peu plus authentique. Et ça, ça fait que il y a beaucoup de vulgarisateurs d'actualité, comme Farnell Morissette, qui, justement, vulgarisent ce qui se passe dans l'actualité et ils le font très bien. Là où il faut quand même faire la nuance, c'est qu'on ne peut pas juste avoir des vulgarisateurs d'actualité. Il faut des journalistes et des journalistes d'enquête pour justement sortir les nouvelles qui ensuite vont être vulgarisées. Et c'est pour ça que nous, comme médias, on a une réflexion à avoir sur il est où notre lecteur, il est où notre auditeur. Et là, en ce moment, il est de plus en plus sur YouTube et sur TikTok. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il faut y aller? On peut adapter notre discours pour justement être un peu plus proche de notre auditeur et de notre lecteur. On peut avoir un lien, une façon de parler plus authentique. Par contre, est-ce que je vais me mettre à faire un get ready with me et à me maquiller en expliquant mon enquête? C'est là que je trace la ligne. Je vais pas cuisiner en vous parlant de mon enquête. Il y a un moment où un journaliste, ça reste un journaliste et un vulgarisateur, c'est quand même autre chose. Et c'est ça qui est important aussi d'expliquer à la population. On écoute les critiques, mais on explique là où on doit tracer la ligne et ne pas franchir cette ligne-là, justement. Il y a un travail de rigueur, comme vous le dites. Pour quelqu'un qui a accès justement à autant d'informations, là, à notre époque, on sort le téléphone, on a accès à des dizaines d'opinions différentes, des faits différents. Comment on fait avec la désinformation actuelle? Les personnes qui nous écoutent, comment ils font pour choisir l'information à consommer? C'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup de sources. Et la réponse facile, ça aurait été de consommer les nouvelles des grands médias. D'Annabelle Blair, journaliste d'enquête. Voilà. Mais ça, on ne peut plus juste dire ça à notre époque parce que le lien de confiance est effrité et que si on fait juste marteler, écoutez, nous, on est les meilleurs, les gens, ça ne les intéresse pas. Et plutôt que de faire ça, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que vaut mieux justement parler de ce qu'est une bonne source d'information. Quand on lit une nouvelle, on peut se demander d'où vient la source. Est-ce qu'il y a plusieurs
source d'information. Est-ce que déjà la personne sur TikTok nous dit d'où elle prend cette information-là? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est un institut fiable? Est-ce que c'est, par exemple, l'Institut national de la santé publique? Ah, OK. Est-ce qu'elle parle d'une étude avec le nom de l'étude? Est-ce que je peux retrouver cette étude-là pour la lire? C'est un peu des réflexes d'une bonne santé, disons, intellectuelle pour consommer de l'actualité. C'est juste d'avoir des réflexes. Mettre en doute, c'est bien, mais d'être capable d'aller faire la petite recherche de plus après pour confirmer, c'est encore mieux. C'est ça Donc, qu'il faut faire. ce que vous nous dites, c'est qu'avec le privilège d'avoir accès à autant d'informations, il vient une responsabilité de faire l'effort de faire la vérification de l'information qu'on consomme. Parce que nous-mêmes, on peut avoir une influence sur les autres dans notre entourage. Si on consomme de l'information qui n'est pas la bonne, on peut induire d'autres personnes en erreur. Madame Blais, c'est extrêmement intéressant ce que vous nous expliquez là. Je rappelle aux gens que les semaines de la presse par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec s'étendent du 1er mai au 31 mai prochain. Le 26 mai, vous avez une activité que vous allez me parler. Puis toute l'information va être sur le site jpjq.org. Oui, il y a eu des activités tout le long du mois partout au Québec, mais il y en a une le 26 mai à Montréal, au cabaret du Lion d'Or, et ça va être la première année que ça se passe à Montréal. Ça va être très intéressant. C'est une activité qui est organisée avec la Ligue nationale d'improvisation. Donc, on a des vrais improvisateurs qui vont venir faire de l'improvisation avec des journalistes. Et le thème, ça va être « À quoi ressemblerait un monde sans médias? » Donc, c'est quelque chose qui se veut quand même ludique. Il va y avoir des thèmes d'improvisation et ça va être drôle, ça va être... mais aussi, on va apprendre des choses parce qu'entre chaque impro, on va revenir sur les thèmes qui ont été abordés, pourquoi ceci est important, pourquoi cela. Donc, ça va être une soirée vraiment le fun. C'est dans les... Il en reste encore quelques-unes aussi à Québec, ça, mais je pense pour Belleuil, c'est Montréal qui va être la plus proche. Et c'est à 19h, mais toute l'information est sur le site de la FPJQ. Donc, je rappelle le jpjq.org. Madame Blais, je rappelle, vous êtes journaliste au bureau d'enquête pour le Journal de Montréal. Merci beaucoup d'avoir fait la lumière pour tout ça. Continuez votre travail et les gens vont pouvoir bénéficier d'informations fiables dans le futur, j'en suis certain. Merci. Merci, au revoir. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié l'émission de cette semaine. TVR9 tiendra son assemblée générale annuelle le 10 juin prochain. Vous pouvez y assister en ligne. Communiquez avec nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Entre-temps, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Régional.